Alors, donc, on va commencer une série de cours à distance qui concernent le module de recherche opérationnelle de la licence de mathématiques appliquées, un cours qui se fait au 6e semestre. Donc, le cours, c'est un cours de recherche opérationnelle, il est composé de deux parties. La première, c'est l'optimisation linéaire. Ça, on a déjà fait 80% du cours avec les étudiants. Les cours que je vais présenter concernent la deuxième partie, à savoir la théorie des graphes, la théorie et les algorithmes de graphes. Alors, le premier cours que l'on va présenter aujourd'hui, il concerne donc une sorte d'introduction aux graphes avec un historique, un bref historique, des préliminaires. Et on va commencer à parler des graphes et des catégories de graphes, et en particulier ceux que l'on va étudier dans ce cours, les graphes simples, puis la notion de chemin et de chaîne, les représentations, les différentes représentations des graphes. Il y en a plusieurs, on verra à quoi elles sont utiles. Et puis on commencera déjà à introduire deux théorèmes qui sont d'une portée importante et un premier algorithme. Chaque cours de cette série de cours à distance vont concerner essentiellement des familles d'algorithmes. On va donc commencer par les préliminaires et le premier algorithme, et puis les cours prochains concerneront chacun une famille d'algorithmes. Alors, un petit historique sur les graphes. C'est une chose assez ancienne quand même dans les sciences en général, mais la formalisation est un peu récente. Alors, qu'est-ce qu'un graphe? Un graphe, on le définit comme étant, à partir de deux objets qui sont très simples, un ensemble fini, et qui peut être d'ailleurs aussi infini, mais essentiellement un ensemble fini, donc de cardinal fini, et un autre ensemble qui est un ensemble de relations entre les objets du premier ensemble, c'est-à-dire on a finalement un ensemble fini, donc des objets tout simples, un ensemble fini. On va noter le cardinal de x qui est égal à un nombre entier n qu'on appellera l'ordre du graphe, et puis un ensemble E qui est pour le moment des relations, il représente des relations entre les objets ou les éléments de x. Bien. Alors on voit bien que dans la pratique, ces graphes vont couvrir une grande variété de domaines, puisque finalement, il suffit d'avoir un ensemble donc avec un sommet qui est un élément du premier ensemble I, et puis un deuxième élément J de l'ensemble, IJ, qui sont donc des éléments de X qu'on appelle des sommets, deux sommets, et puis on a des relations entre ces deux objets. Alors ces relations sont de nature diverse et on est obligé de faire une catégorisation de ces relations. Il y a par exemple des relations qui sont orientées et des relations qui ne sont pas orientées, orientées, non orientées. Alors on dira par exemple que si on a une relation de ce genre, on dira que la relation est orientée, un arc. Donc relation, on a une relation ici orientée. Dans une relation peut être non orientée quand elle est en quelque sorte symétrique, à savoir qu'on a une relation dans ce sens et une relation symétrique que l'on représente en général par tout simplement ce que l'on appelle une arête entre I et J. Donc, relation non orientée. Et on a donc déjà deux catégories de graphes qui sont les graphes orientés et les graphes non orientés. Deux catégories donc de graphes déjà. Mais on peut remarquer dès à présent que finalement un graphe non orienté peut se représenter par un graphe orienté en doublant les relations. À chaque relation, ça nous donne deux relations dans les deux sens qui donnent donc des relations symétriques, graphe orienté et graphe non orienté. Une deuxième catégorie de relations
on peut remarquer, par exemple, que entre un sommet I et un sommet J, eh bien, il peut exister plusieurs relations et du même type. On peut avoir une relation orientée et suivie d'une autre relation orientée et qu'il faut donc distinguer par des noms. Et on peut imaginer donc un nombre fini de relations orientées et qui vont dans le même sens de I vers J. Et on va aller par exemple jusqu'à une relation H ou bien alors, bon, A, B, C, D, E, F, G, tout simplement. Alors, vous voyez que dans ce cas-là, qu'est-ce que ça peut représenter? Ça peut représenter, par exemple, les voies de transport entre deux villes, entre une ville I et une ville J. On a différents moyens d'accéder de I vers J, par exemple par une route, une autoroute, une voie ferrée, une voie aérienne, etc. Donc, on peut avoir cette configuration. Et cette configuration est aussi un graphe, puisque finalement, c'est un ensemble fini avec des relations entre les objets. C'est ce qu'on appelle les multigraphes. Multi parce que la multitude des relations, les multigraphes, qui sont évidemment, on l'imagine bien plus compliqués que cette notion de graphe que l'on appelle les graphes simples. Alors, c'est ce que l'on va étudier, les multigraphes et les graphes simples. Alors, dans ce cours, on va étudier essentiellement les graphes simples. Les domaines dans lesquels apparaissent les graphes sont multiples. Toute notion de réseau est un graphe. Réseau de circulation, réseau de distribution, d'eau, d'électricité, d'un produit. Mais on peut avoir aussi des graphes dans lesquels les objets sont abstraits et les relations sont abstraites et non pas des relations ou des objets physiques. Par exemple, un programme informatique avec des sous-programmes, des fonctions, des procédures peut être représenté comme un graphe. Un réseau social est aussi un graphe. Le réseau Internet est un graphe. Alors évidemment, on imagine bien que la notion de graphe est très répandue. On le retrouve dans diverses situations et on va le voir dans chaque cours, puisqu'on va voir une série d'algorithmes. Chaque algorithme sera spécifique à un type de graphe. Alors, nous allons donc étudier les graphes simples. Alors, les graphes simples se prêtent à un traitement mathématique assez simple et on va voir qu'à partir d'une définition finalement élémentaire, on arrive à construire des objets riches et on va essayer de dégager leurs propriétés. Donc finalement, un graphe simple se note tout simplement G, un couple d'un ensemble fini de sommets et d'un ensemble de relations que l'on appellera des arcs. Graphe simple, on va travailler dans le cas orienté, puisqu'on a vu qu'un graphe non orienté est un graphe orienté dans lequel on double le nombre de relations. X sera nommé donc l'ensemble des sommets ou des nœuds. On les appelle aussi des nœuds, comme en physique par exemple. Et puis l'ensemble E qui constitue les arcs du graphe. Et on a l'ensemble et tout simplement une partie du produit cartésien de X par X. Alors vous voyez que c'est une structure pauvre au niveau de la définition. C'est une définition tout à fait primitive. Un ensemble fini, cardinal de X égale N. Et puis un deuxième ensemble qui est forcément fini et qui est inclus tout simplement dans le produit cartésien X croix X. Voilà donc ce que l'on appelle un graphe simple, donc une définition aussi simple donc, comme son nom l'indique, et on va essayer de dégager des propriétés à partir de ces objets-là. Alors, avant d'aller plus loin, voilà. Alors je pense au niveau des préliminaires, nous avons presque terminé.
On va donner quand même un exemple pour fixer les idées. Alors, les exemples sont donnés comme il a été fait historiquement par les sommets qui sont représentés dans des cercles, c'est-à-dire une représentation sagittale des sommets. Je prends par exemple 5 sommets ici, 1, 2, 3, 4 et 5. On voit bien que cet ordre-là est arbitraire, puisque je peux par permutation changer l'ordre des sommets, donc c'est une numérotation arbitraire, et on représente donc les relations par des arcs, c'est-à-dire des flèches entre les sommets qui sont reliés. Alors, je peux avoir des relations sous cette forme. C'est ce qu'on appelle donc la représentation sagittale. Sagittale, ça veut dire par des flèches. Alors, la première remarque que l'on peut faire dans cette représentation sagittale, c'est que la représentation n'est pas unique. Tout dépend de la manière dont on place les sommets sur le plan. Donc, on peut avoir plusieurs représentations pour le même graphe, ce qui est un inconvénient. Un inconvénient puisque en mathématiques en général, on veut en général travailler sur la même chose, c'est-à-dire que tous ceux qui travaillent sur un problème aient la même représentation. Deuxième remarque, il est évident que si le nombre de sommets augmente et le nombre de relations augmente, la représentation risque de devenir illisible. Vous voyez, donc si n est grand, alors on peut appeler aussi, pour simplifier les notations, le cardinal de E par un paramètre m. Si n est grand et m relativement grand aussi, mais voilà, qu'est-ce que l'on a? On a donc la représentation risque de devenir illisible. La représentation sagittale risque de devenir illisible. Donc, c'est une représentation, mais qui est un outil tout simplement pédagogique qui sert à avoir une représentation de la problématique et qui peut aider à développer des méthodes pour résoudre un problème. Mais il est évident que pour les graphes réels, c'est-à-dire pour les graphes à grand nombre de sommets et grand nombre de relations, c'est une représentation qui ne sera pas satisfaisante et rapidement. Donc il faut un second mode de représentation. Et dans ce cas-là, je vais introduire la notion d'adjacence. On a besoin d'une notion de géométrie d'adjacence. L'adjacence, elle est toute simple. C'est la notion de voisinage. On dira que I et J, deux sommets sont adjacents. C'est-à-dire tout simplement que IJ, il y a un arc IJ appartient à E, ou l'arc JI, on a une relation entre les deux sommets dans un sens ou dans un autre. L'adjacence, mais on peut aussi parler d'adjacence des arcs, deux arcs donc A et B, on dira qu'ils sont adjacents. Eh bien, s'ils sont voisins, ça veut dire qu'ils ont une extrémité commune. Ils ont une extrémité commune, ça veut dire tout simplement que A et B ont une extrémité commune. Voilà. À partir de là, on a une représentation qui peut être utile, à savoir ce qu'on appelle les listes d'adjacence. Représentation d'un graphe par liste d'adjacence. On représente tout simplement un sommet I, suivi par un caractère spécial, un 2 points, tout simplement, et puis ce qu'on appelle les successeurs, I2, etc., jusqu'à IK.
tel que donc I, IK appartient à E. Et donc, c'est un sommet suivi de ses successeurs par des relations. On a donc un I et qui va vers I1 dans le sens orienté I2 et ainsi de suite. IK. On représente ainsi chaque sommet suivi de ses successeurs et c'est ce qu'on appelle la représentation par liste d'adjacence. C'est une représentation qui est utile pour la saisie d'un graphe sur ordinateur, par exemple sur un programme. C'est une représentation qui est utile puisqu'il ne représente que le strict nécessaire, chaque sommet et les successeurs, c'est-à-dire l'ensemble des sommets qui sont en relation avec I. Alors vous voyez donc, etc. J, J1, J2, JL, voilà, et ainsi de suite. Donc c'est une représentation qui est utile pour la saisie d'un graphe sur un fichier par un programme. Bien. Alors jusque-là, donc, c'est des représentations qui sont un peu d'ordre pratique au niveau de la représentation. Nous ne sommes pas encore en présence d'un objet mathématique sur lequel on pourra faire des opérations, et c'est ce qui nous intéresse au niveau mathématique, au niveau algébrique. Il nous faut une représentation qui permette de faire des opérations. Alors pour cela, une simple observation de la définition du graphe, c'est-à-dire à partir du graphe simple qui est défini donc par un ensemble X et un ensemble E qui est inclus dans le produit cartésien, on voit bien qu'on peut avoir une représentation qui est mathématique finalement, qui est la matrice d'adjacence, puisque le produit cartésien c'est 1, les sommets, etc. jusqu'à n, voyez, et on fait le produit cartésien avec 1, 2, 3 jusqu'à n, et ça nous donne, c'est comme ça qu'on le représente même au niveau de l'enseignement secondaire. Donc quand on définit le produit cartésien de deux ensembles, ici c'est le produit cartésien de X par lui-même, et au croisement des colonnes et des lignes, eh bien, on a donc soit une croix, soit rien, soit l'arc existe ou il n'existe pas, c'est-à-dire si I, J appartient à E, alors je vais à la colonne donc I, à la ligne I, et à la colonne J, et puis au croisement, alors je mets une croix s'il existe, ou je ne mets rien s'il n'existe pas, ou bien tout simplement, il existe, il n'existe pas, je suis dans une situation binaire, je peux mettre donc une variable booléenne, 0, 1, ou bien vrai ou faux, et donc on peut avoir donc une représentation booléenne du graphe. On a la notion de matrice d'adjacence, qui est définie de façon tout à fait ordinaire. La matrice A est définie par ses coefficients. C'est une matrice carrée dont la dimension est égale à l'ordre du graphe, le nombre de sommets, pour lesquels, finalement, A et J, le coefficient générique de la matrice, égale, alors il peut prendre donc deux valeurs. 1, si l'arc IJ existe, et 0, sinon. On obtient donc une matrice binaire. A une matrice binaire, ou bien une matrice booléenne, qui représente une représentation algébrique d'un graphe simple. Alors, comme mathématicien, on est bien content quand on a une représentation mathématique d'un objet. On sait très bien qu'on pourra étudier ses propriétés et éventuellement introduire des objets supplémentaires ou bien des outils supplémentaires pour
étudier le graphe à travers sa matrice d'adjacence. Alors un exemple, comme tout à l'heure, nous allons prendre un graphe d'ordre 5 donné par sa représentation sagittale. Vous voyez, donc c'est un outil pédagogique qui permet de donner des exemples et d'illustrer des résultats obtenus au niveau plus abstrait. Alors je vais prendre par exemple un d'ordre 5, 3. On place en général les sommets sur un cercle et puis on trace les relations existantes, c'est-à-dire les arcs. Alors je vais faire comme tout à l'heure, puisque j'avais fait comme ça. De cette façon, par exemple. Alors vous avez x qui est égal à 1, 2, 3, 4 et 5. La numérotation, comme j'ai dit, est arbitraire. L'ensemble E est égal à... Alors vous avez donc le couple 1, 2, le couple 1, 3. On commence par la première extrémité, 2, 3, dans un ordre logique, l'ordre naturel, 4, 3, 4. Et 5, 2. Vous voyez, donc on voit apparaître à travers l'avancement qu'il y aura du travail à faire sur, par exemple, comment parcourir les arcs d'un graphe, puisque ce sont des ensembles finis, on peut les parcourir de manière arbitraire, mais on voit bien qu'il y a des manières plus ou moins naturelles, plus ou moins utiles de parcourir un graphe. Voici donc la représentation par les deux ensembles que l'on a dit. Par la matrice d'adjacence, on aura donc la matrice d'adjacence. La matrice d'adjacence de G. Alors, c'est une matrice 5, 5. Alors, vous voyez, une matrice, mais je suis obligé de numéroter mes sommets parce qu'il est arbitraire. Je peux changer l'ordre. On doit tenir compte pour le moment que c'est un tableau tout simplement et non pas une matrice. C'est un tableau et que ce tableau, je peux obtenir donc selon l'ordre de numérotation, etc. Alors, je regarde ici, donc j'ai 1, 2 et 1, 3. 1, 2 et 1, 3. Le reste, c'est 0. 2, 3. 2, 3, vous avez donc un 1 ici et des 0 ailleurs. De 3 à 4. De 3 à 4. Le voici. De 4, à partir de 4, il n'y a aucun arc qui part de 4, donc j'ai des 0. Et de 5, 2, donc j'ai cette représentation qui est une matrice booléenne et qui représente le graphe. Vous voyez donc, à partir d'un graphe, on est en train d'enrichir la structure. À partir d'un graphe donné, on a une représentation sagittale. On peut le représenter par sa liste d'adjacence et on peut aussi le représenter par un objet mathématique qui est une matrice booléenne, une matrice binaire qui est donnée ici. Bien. Alors, on prendra la convention que la numérotation des sommets se fera toujours de 1 jusqu'à n, en ligne et en colonne, de telle sorte à ne pas avoir à répéter cet ordre-là. Et nous sommes en possession d'un objet mathématique. Alors, pour le moment, c'est un tableau. Alors, on lui a donné ce nom parce que ça va devenir une matrice, mais A, c'est un tableau. Ce n'est qu'un tableau actuellement. Ce n'est qu'un tableau, n lignes à n lignes et n colonnes. Alors, pour pouvoir parler de matrice, on sait très bien ce que c'est qu'une matrice. Une matrice au niveau mathématique n'est pas un tableau, mais c'est plutôt la représentation d'une application linéaire entre deux espaces vectoriels de dimensions finies dans lesquels on a fixé des bases. Mais rien ne nous empêche quand même de considérer ce tableau A comme une matrice et puis donc d'étudier les propriétés de cette matrice, les propriétés algébriques, et d'essayer de voir quelle est la signification de ces propriétés algébriques au niveau du graphe. Les propriétés de la matrice doivent certainement représenter, en tout cas c'est un souhait, puisque ça va enrichir l'étude,
Les propriétés de A vont représenter des propriétés du graphe, des propriétés cachées dans le graphe. Bien.